Eh bien les amis, les jours se suivent mais ne se ressemblent définitivement pas. Ce qui par contre est sûr et certain, c'est que cette FAQ qui est le rendez-vous du dimanche, eh bien j'y tiens et je la fais à chaque fois. Je réponds bien sûr à toutes vos questions sur ma story Instagram. Donc si vous aussi vous avez des interrogations auxquelles vous voulez que je réponde, n'hésitez pas à y aller. Et puis ces vidéos sont aussi faites en live, en direct, donc n'hésitez pas à nous rejoindre afin qu'on puisse bien un petit peu discuter ensemble. Je pense que c'est un moment que vous aimez beaucoup, assez privilégié. Il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu qui font ça dans le monde moto, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ce sera avec un grand plaisir qu'on vous accueillera. Et bien évidemment, avant de commencer à répondre à vos interrogations, on va passer très rapidement sur les actualités qu'on a eues sur la chaîne depuis le début de la semaine, bien évidemment. Donc, on a eu notamment l'annonce d'Aprilia de la RSV4X GP, la RSV4 la plus folle de l'histoire, 238 chevaux et 90 000 €, une moto totalement dingue. Et puis aussi les annonces de Ducati sur la Multistrada et la Diavel V4 RS qui sont une espèce de coup d'envoi, de coup de semonce pour annoncer le tunnel justement d'annonces que vont faire les constructeurs jusqu'à arriver à l'EICMA 2025. On a déjà plusieurs rendez-vous que Ducati nous ont donné. Le prochain est le 23 septembre, mais il y en a 5, dont le dernier sera la veille de l'EICMA 2025. Donc il y aura très probablement une grosse annonce à ce moment-là et je serai bien sûr présent pour faire toutes ces annonces en live avec vous le plus rapidement. Vous savez comment ça fonctionne. Et du coup, pour répondre à la première question, qui est plus une sorte de petite remarque, mais qui est intéressante de la part de Olivier Évrard 286, qui nous dit « Tu la testeras, la Diavel V4 RS ?» Alors, bien évidemment que dans l'idée, tester une Diavel V4 RS, ce serait quelque chose qui me plairait énormément parce que le Power Cruiser de Bologne qui a été porté à des sommets mais incongrus en termes de performance, on se parle désormais de 182 chevaux avec le moteur Stradale de la Panigale, comme c'est le cas sur les RS, c'est de tradition. La Multistrada avait vu son Gran Turismo disparaître au profit du bouilleur qui équipe l'hypersportive. Eh bien, j'adorerais la tester et a priori, la machine a quand même reçu des différences un petit peu allongées, rabaissées, façon vraiment dragster. Donc voilà, c'est vraiment une moto. J'espère pouvoir vous tester un jour, mais encore une fois, c'est pas des machines qui s'obtiennent facilement auprès des constructeurs ou même des concessions parce que vous vous en doutez, c'est des machines qui sont extrêmement rares et difficiles à avoir. Et puis regardez le prix, 38 990 €. Donc voilà, mais si j'ai la possibilité de vous tester une Diavel V4 RS, ce sera avec un grand plaisir. Deuxième petite question remarque de la part de TDG SAFR, la 998 que tu as montré, la Bimota, elle est 100% légale. Je vais absolument revenir sur ce petit sujet parce qu'en fait, il y a quelques jours, je suis parti avec Mathilde en week-end à Orléans. On est allé passer un week-end à Orléans et on était dans un hôtel. Et au moment de partir, on est allé dans le parking souterrain pour aller chercher notre voiture et je tombe sur un truc complètement délirant, les amis. Je suis tombé nez à nez avec une Bimota KB 998. Si vous ne la connaissez pas, c'est la dernière née des machines de Bimota. Bimota qui est un préparateur qui désormais appartient en majorité à Kawasaki et qui du coup utilise des moteurs Kawa sur des bases de châssis totalement dingues avec des solutions techniques malades. La moto avait été présentée à l'EICMA l'année dernière et du coup en fait cette moto, je suis tombé dessus. La machine, elle roulait, elle avait une plaque d'immatriculation UK, cela dit, et ça a son importance puisque j'ai mentionné dans la vidéo que cette Bimota KB 998 n'était pas homologable en France. Et donc vous avez été quelques-uns à me dire mais si c'est légal, etc. Non, la Bimota KB 998 aujourd'hui est une machine qui ne peut pas être homologuée en France ni en Europe. Il y a eu une espèce de petite magouille pour le Royaume-Uni qui permet de rouler la machine de façon un peu exceptionnelle. Mais non, ce n'est pas possible parce qu'en fait, la base moteur de la KB 998, c'est une ZX10 RR. Et la ZX10 RR est une moto qui, aujourd'hui, en 2025, n'est pas homologuée Euro 5+. Donc, cette Bimota KB 998 que j'ai vue, qui est absolument incroyable, la machine était magnifique, vraiment à tomber par terre, c'est une moto qui n'était pas homologuée. Donc elle était immatriculée au Royaume-Uni parce qu'il y a une espèce de
de procédures qu'on peut faire pour pouvoir faire rouler un peu tout et n'importe quoi aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon. Mais du coup, la machine, elle n'était pas homologuée légalement. Vous ne pourriez pas aujourd'hui acheter une KB998 et l'immatriculer en France et la rouler en France, puisque la machine intègre les caractéristiques de ZX10RR, qui est une moto qui aujourd'hui ne passe pas les normes de pollution Euro 5+. Donc non, ce n'est pas possible. En tout cas, je voulais revenir là-dessus parce que c'était incroyable de tomber sur une moto comme ça. Donc, j'étais extrêmement content de vous le partager. Prochaine question de la part de Florian DHZ, des nouvelles sur les délais de la R9. Alors ça, c'est une question qui vous a énormément alimenté et qui vous a beaucoup questionné. Notamment, j'ai eu une autre question de la part de Jordan Massa qui dit R9 commandé en avril, on peut toujours pas me donner de date de livraison. Qu'en penses-tu ? Eh bien, je pense que c'est un vrai sujet et un vrai problème. Et actuellement, il est vrai que la Yamaha R9 est une moto dont on ne peut pas mettre la main dessus. On ne peut pas mettre la main sur les Yamaha R9. Les machines ont des délais de livraison, même pour les premiers clients, qui sont ultra longues. Et la raison en est, selon ce que raconte l'histoire et les rumeurs et les bruits de couloir et ce qu'on entend, que en fait le problème vient du châssis de la machine, donc ce nouveau cadre Delta Box en aluminium qui a été créé spécifiquement pour la Yamaha R9, qui est d'ailleurs le cadre Delta Box le plus léger jamais conçu pour une sportive Yamaha, 9,7 kg seulement. Et bien ce cadre qui est fabriqué par un sous-traitant, eh bien le sous-traitant a priori aurait un peu fait faux bond à Yamaha, ou en tout cas ils ont eu des soucis avec qui font qu'ils ont du retard de production sur la machine. Et ça commence vraiment à être problématique parce que il y a une autre moto qui doit arriver bientôt dans le segment des sportives un peu mid-size. Cette moto, c'est pas le Visa Premier C Royal, c'est bien la 990 RCR que vous avez ici sur les versions un petit peu proto. Donc on est sur le site de Motoplanète. N'hésitez pas à aller voir Motoplanète, c'est un site extraordinaire pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin sur les machines. Cette 990 RCR qui était un petit peu dans la tourmente, puisque forcément KTM a eu la grande crise financière qui les a énormément ralentis, etc. Sauf que les choses sont en train de revenir. Comme dirait le professeur Elie Sattler, Monsieur Hammond, les affaires reprennent et du coup, les chaînes de production commencent à être dégelées. On commence à avoir vraiment des choses qui commencent à être annoncées. On a eu les SMCR 125, 390 et 690. Et du coup, cette 990 RCR, il semblerait qu'elle commence à arriver chez certaines concessions pour les commandes. Donc du coup, ça veut dire que les choses commencent à se délier et ce serait quand même incroyable de voir arriver la 990 RCR en approvisionnement de stock plus important avant que la Yamaha R9 soit disponible. Ce serait un pied de nez incroyable à Yamaha. On verra bien, voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est une question qui, je sais, vous interroge énormément parce que vous êtes très nombreuses et nombreux à attendre la Yamaha R9 ou à vouloir en commander une et c'est très complexe pour le moment. Nous passons à Rémi Vanni qui nous dit, et si vous avez trouvé la référence bien évidemment que j'ai donnée tout à l'heure, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Si tu les as testés, as-tu trouvé une grosse différence hors couple et puissance entre la 890 et la 1290? Donc bien évidemment, Rémi mentionne la KTM 890 Duke ainsi que la KTM 1290 Super Duke. Désolé, je suis sur le site de KTM, ils n'avaient plus la standard. Je mentionne la RR, mais vous comprenez que c'est parce que l'apparence est un petit peu similaire. Ce sont deux motos qui sont aussi différentes que ressemblantes l'une à l'autre. En effet, une 890 Duke, qui est la plus petite, avant de parler d'autres modèles, parce qu'on va monter un petit peu en cylindrée après, mais cette machine, pour moi, elle a une vraie différence de conception avec la 1290 Super Duke. On sent qu'il y a une filiation différente entre ces deux motos. Cependant, comme disait l'autre, les choses ne sont pas aussi vraies en ce qui concerne les nouvelles générations de roadster mid-size et hyper roadster, donc du constructeur de KTM, puisque sur la partie qui va vraiment nous intéresser, à savoir les machines actuelles, la 1390 Super Duke R et la 990 Duke, là, je vous avoue que la 990 Duke, c'est une moto qui est différente. Bien sûr, on a une partie cycle qui n'est pas aussi bonne, on a des freins qui sont pas aussi bons, mais c'est normal, on n'a pas la même puissance, on n'a pas le même couple.
Mais cependant, l'impression que j'ai eue quand j'ai testé la 990 Duke, c'est que j'avais vraiment en face de moi une mini Super Duke plutôt que une machine d'une catégorie différente. J'avais vraiment l'impression de retrouver la Super Duke, mais en version un peu réduite. Alors que quand je roulais sur la 890 Duke, j'avais vraiment la sensation d'être sur une catégorie de moto différente. Alors bien évidemment, hein, ici vous êtes à 190 chevaux et 145 Nm de couple. Ici, vous êtes à 123 chevaux et 100 Nm de couple. Donc forcément, il y a une différence assez violente. Et après, sur l'électronique et compagnie. Mais aujourd'hui, pour les personnes qui se posent la question, parce que j'entends souvent dans le chat, dans les commentaires, des gens qui me disent « je possède deux motos, une de puissance un peu moyenne et une vraiment très costaud, et je vais vendre la très grosse parce que, avec les réglementations de vitesse, etc., aujourd'hui, je m'y retrouve plus, en fait, à avoir une moto trop puissante, et c'est quelque chose que je peux absolument comprendre. Et du coup, effectivement, pour les gens qui se posent la question, avoir une petite 990 Duke plutôt qu'une Super Duke, je trouve honnêtement qu'on ne perd pas tant que ça, et qu'on retrouve l'esprit Super Duke sur la 990, et peut-être même au final que la 990 Duke R sera la version avec le meilleur compromis, puisqu'on aura une puissance qui restera maîtrisable, mais avec une partie cycle encore au-dessus, puisqu'on aura une fourche WP Apex Pro, on aura des étriers Brembo Stylema, on aura un bel écran, les nouveaux beaux écrans là, vous savez, un peu allongés, super technologiques. Donc une version plus de la Duke, mais sans forcément aller taper dans le monstre qu'est la Super Duke. Ça peut être un bon truc et ça devrait arriver l'année prochaine. Avant-dernière question de cette petite FAQ de la part de Kako33 qui nous dit: Hello BG, merci déjà, ça me fait plaisir. Comme première moto, tu penses que la RS660 Factory est un bon choix? Elle est canon. Alors j'ai trouvé la question intéressante parce qu'elle est un petit peu incongrue. C'est vrai qu'effectivement, c'est pas tout le monde qui va vouloir acheter une Aprilia RS660 Factory en première moto. Hein. Le budget ici est un peu élevé, 14 000 €. Mais pourquoi est-ce que je veux y répondre? Parce que déjà, mon audience, on a une tranche d'âge qui est assez vaste, mais on retrouve quand même beaucoup de gens entre 25 et 55 ans avec une concentration assez forte sur les 35-44. Et à cet âge-là, quand on passe le permis moto, eh bien souvent on a un peu plus de moyens qu'un jeune de 18 ans. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'un jeune de 18 ans ne peut pas se payer une RS660 Factory, c'est juste souvent un peu plus complexe. Et je vous donne souvent l'exemple de Antoine, mon meilleur ami, qui, quand il a passé son permis moto, il était déjà un peu avancé dans la vie, il avait déjà un job, il était plutôt bien payé, donc en fait, au lieu de s'acheter une machine un petit peu moins onéreuse, type Z650 d'occasion, ou une R5, ou une R6, il a pris une 790 Duke avec une ligne complète qui avait coûté 9 000 € à l'époque, qui est déjà un budget, un peu plus élevé. Et donc, est-ce que c'est intéressant de prendre une RS660 Factory ? Il y a plusieurs aspects à cette question. La première chose qu'il faut prendre en considération, c'est que bien évidemment, tout va dépendre de la façon comme vous appréhendez la machine. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un, vous savez que vous allez faire attention, vous savez que la machine, vous allez en prendre soin. Je recommanderais quand même toujours de mettre une petite protection, des petits pare-chocs pour le côté, les top blocks, pardon, je ne retrouvais pas le terme. Voilà, je le recommanderais quand même toujours parce que ça reste un truc, on ne sait jamais, et quand on commence à passer le permis moto, il y a quand même souvent des risques qu'on tombe un peu plus que quand on est sur 2, 3, 4 ans d'expérience. Donc ça, pour le coup, je vous dirais que oui, il faut faire un petit peu attention à ça, mais objectivement parlant, la RS660 est une moto fantastique. Et pourquoi se priver de commencer avec quelque chose d'extrêmement bien? Moi, personnellement, j'ai jamais compris. Et je vous le dis tout de suite, il n'y a absolument rien qui prouve, il n'y a aucun théorème, aucune science, quelle qu'elle soit, qui prouve qu'on éprouve plus de plaisir dans la vie à commencer très bas et à faire des trucs très progressifs. Ça, je vous le dis, c'est une connerie sans nom. La première moto que j'ai achetée était une Suzuki Hayabusa. D'accord? Je vous le dis comme ça, voilà, c'est con, c'est très con, c'est trop puissant comme moto, c'est vrai qu'effectivement, mais parce que moi je savais qu'à mon niveau, je ferais pas le fou avec, mais moi ma première moto, ça a été une Hayabusa. Et pourtant, ça ne change pas qu'aujourd'hui, ça fait 4 ans que je fais des vidéos YouTube, que je kiffe tester des motos, que je kiffe essayer des RS660, des 125 Duke, des trails, des customs, des sportives, et donc ça n'a pas forcément de lien. Les gens qui vont vous dire, mais attends, si tu prends ça, après tu vas aller vers quoi? Et donc, pour illustrer par exemple une RS660 Factory, non. Parce que déjà la vie est courte,
qu'il faut savoir en profiter et que si vous êtes un peu ouvert d'esprit, vous pourrez toujours trouver du kiff, même si vous achetez une RS660 Factory en première moto. Il faut juste avoir le budget pour l'assurance, bien évidemment. Il faut avoir le budget pour l'entretenir. Et puis, il faut aussi pouvoir un petit peu assumer d'avoir une machine comme ça. Si c'est le cas, oui, la moto est fantastique. Et de toute façon, pour moi, la RS660 Factory reste aujourd'hui, et la RS660 standard, la meilleure moto à deux, donc vous pouvez y aller sans aucun problème. Dernière question de Terry Tutti qui nous dit « Tu penses que Yam va remplacer sa R1 à l'avenir ?» Et si vous avez suivi un petit peu l'actualité, vous savez qu'il y a eu des annonces du côté de Yamaha, puisque ces derniers ont révélé leur toute nouvelle V4 en MotoGP. Et ça, c'est une très très grosse annonce parce que ça risque très très fort d'influer le futur de Yamaha et peut-être aussi au niveau commercial. Donc je reprends l'article de Caradisiac qu'ils ont gracieusement rédigé et je les en remercie. N'hésitez pas à aller les consulter, c'est une très bonne source d'information. Et c'est ce week-end qu'entrera en piste la toute nouvelle moto GP Yamaha V4 sur le circuit de Misano, un premier test grandeur nature pour celle qui incarne le renouveau tant attendu et espéré de Yamaha. Donc c'était quelque chose qui était en discussion énormément parce que justement vous n'êtes pas sans savoir que la Yamaha R1 a disparu. Elle n'est plus vendue, elle n'est plus commercialisée sur le territoire français et européen parce que la machine ne passe plus les normes de pollution et donc elle est désormais commercialisée en version R1 Race, donc autorisée uniquement sur la piste. Et du coup, on se posait la question, qu'est-ce que va devenir Yamaha en termes de sportivité? Puisque aujourd'hui, les machines les plus puissantes chez Yamaha, elles font 119 chevaux, elles sont dotées du CP3, c'est la R9, c'est la MT-09, c'est la Tracer 9. Et donc, on se demandait, est-ce que Yamaha va essayer de faire passer le crossplane en version Euro 5+, et le recommercialiser plus tard, un petit peu comme Suzuki l'ont fait avec la GSX R1000, ou alors, il y avait des rumeurs qui circulaient sur cette nouvelle version de V4 qu'ils étaient en train de développer. Et ça, les amis, je pense qu'il risque d'y avoir des conséquences sur la suite, parce que si un constructeur s'amuse à faire un V4, ce n'est pas toujours une réalité. Je vous rappelle que KTM roule en V4 en MotoGP et qu'il n'y a pas de V4 chez KTM. Mais néanmoins, cette nouvelle machine pourrait nous indiquer quand même une direction que Yamaha est en train de prendre, et peut-être qu'effectivement, Yamaha abandonnerait totalement le V4, le 4 cylindres en ligne crossplane, pour se concentrer sur un V4, et donc on pourrait peut-être voir arriver dans les prochaines années, ce ne sera pas pour tout de suite à mon avis, mais une machine sportive sur la route, dotée d'un V4. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, et cette FAQ est officiellement terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est extrêmement important, et c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et il va y avoir plein de trucs. Parce que là, vraiment, on est au 14 septembre, on est à la moitié du mois. Et là, maintenant, les amis, on a 6 semaines d'annonces, tunnel d'annonces, pour justement découvrir toutes les nouveautés qui seront annoncées avant l'EICMA. Donc, encore une fois, le meilleur endroit pour suivre tout ça, c'est la Roadsters TV. Et en attendant, les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!